Alors, bien que Nelson Goodman ne prétendait pas fournir un manuel d'activation des œuvres d'art, se situant, selon son expression, sur un plan théorique et non technologique, le concept d'activation semble néanmoins encourager l'étude au cas par cas des conditions d'activation des différentes productions artistiques. Donc, prenant au sérieux le déplacement de la question qu'est-ce que l'art vers quand y a-t-il art, il s'agira d'étudier à la lumière du concept d'activation le cas précis du flamenco, art performatif de l'oralité à la fois musicale et chorégraphique. Alors, devant ce qui peut sembler être un objectif simple, les difficultés ne manquent pas, puisque, donc, d'une part, comme le reconnaît Goodman lui-même et comme Alessandro, tu l'as aussi souligné le 6 février à la conférence du CREA, le concept d'activation semble plus délicat à saisir dans le cas des arts performatifs, puisqu'il est moins aisé de distinguer la réalisation de l'activation proprement dite. Et d'autre part, autre difficulté, cette fois propre au flamenco, celui-ci a de particulier qu'il s'accompagne d'une littérature scientifique, donc que l'on appelle flamencologie, et que l'on peut considérer comme prescriptive quant à ses conditions d'activation, puisque la flamencologie prend le parti de défendre une certaine manière de présenter le flamenco, donc activation que l'on pourra qualifier de traditionnelle et qui se voit peu à peu remise en question par l'utilisation de technologies telles que l'amplification ou l'enregistrement, que l'on étudiera un peu plus précisément. Enfin, dernière difficulté, il n'est pas sûr que le flamenco puisse constituer une étude de cas d'activation comme précise, comme pouvait l'être le tableau de Vermeer, puisqu'il s'agit d'un ensemble de productions elles-mêmes hétérogènes, pouvant prendre des formes distinctes, la forme du spectacle, la forme du concert, intervenir au sein d'une fête populaire et tout aussi bien se présenter sous la forme d'enregistrement audio et vidéo. Donc l'ensemble des productions qu'on appelle flamenca ne semble pas subsumable sous une seule et même catégorie ou sous une seule et même classe d'objets. C'est pourquoi il faudrait donc parler des activations et non de l'activation du flamenco. Il s'agira donc de parcourir les enjeux relatifs à ces activations en insistant sur cette multiplicité, tant sur un plan historique, puisque l'activation d'un même objet artistique se transforme au cours de son existence, donc tant sur un plan historique qu'en fonction de la nature des productions flamenca rencontrées. En partant donc de l'activation traditionnelle défendue par la flamencologie, il s'agira ensuite d'explorer d'autres modalités d'activation du flamenco contemporain et en particulier, donc, dans une deuxième partie, celle offerte par l'amplification, avant d'étudier dans une dernière partie, j'espère qu'on aura le temps, le cas plus précis des productions phonographiques et vidéographiques. Donc, on pourra aussi discuter ce terme. Alors, en ce qui concerne l'activation traditionnelle, l'activation qu'on peut attendre d'un spectacle de flamenco, si il est bien un art performatif de l'oralité, à la fois musical et chorégraphique, alors on pourra dire que son bon fonctionnement dépend d'un certain nombre de paramètres qui sont principalement les mêmes que ceux des œuvres musicales orales et écrites, et que Alessandro, dans sa présentation au CREA, a énuméré et résumé dans cette diapositive que j'ai dérobée. Autrement dit, en tant que le flamenco s'exécute, sa plus ou moins bonne activation dépendra principalement de ses conditions d'exécution, à savoir des conditions matérielles relatives au lieu et à l'espace, à l'acoustique ou encore aux instruments utilisés. Donc, en l'occurrence, l'instrument traditionnel, c'est ici la guitare flamenca, qui n'a par ailleurs pas la même facture qu'une guitare classique.
Et donc surtout, le lieu et son acoustique semblent être les éléments essentiels pour penser l'activation du flamenco, puisque une attention particulière est portée sur le sol de la scène qui doit pouvoir mettre en valeur les différents sons produits par ce qu'on appelle les zapateados. Donc ce sont des jeux de pieds constitués par des combinaisons de 3 frappes du sol essentielles, même s'il y en a d'autres. Donc, à savoir la punta, el tacón et la planta. Et les instruments principaux étant la guitare flamenca, c'est-à-dire une guitare acoustique, et la voix, les spectacles, les représentations n'ont généralement pas lieu dans une grande salle et l'on privilégiera, en l'absence d'amplification, un espace réduit pour un public plutôt restreint. Donc, si la salle est, elle, petite, la scène doit en revanche être suffisamment grande pour pouvoir accueillir un guitariste, un chanteur et éventuellement ce qu'on appelle un palmero, qui est un percussionniste. Et tous sont souvent assis sur une chaise. Et bien sûr, enfin, un danseur ou une danseuse nécessitant un espace minimum pour évoluer. Néanmoins, l'esthétique de la danse flamenca fait qu'elle n'a pas besoin de beaucoup d'espace puisque c'est un baile, une danse qui ne mobilise pas de grands déplacements, ni même de sauts très importants. Il s'agit plus d'une danse verticale ancrée dans le sol et construite davantage autour de jeux de bras et bien sûr de jeux de pieds plutôt que sur des déplacements. Donc je vous propose un extrait vidéo juste pour présenter ces différents acteurs parce que j'imagine que tout le monde n'est pas familier du flamenco. Alors, j'espère que vous entendrez bien. Donc voilà pour la petite présentation de ce qu'est le flamenco. Et donc en regardant cette vidéo, on comprend que certains lieux seront plus favorables que d'autres et l'ensemble des exigences nécessaires au bon fonctionnement d'une performance de ce type explique sans doute que le flamenco possède aujourd'hui ses propres lieux d'exécution qui lui sont donc entièrement dédiés et que l'on appelle les tablaos. Pardon, voilà. Alors, de manière significative, le mot tablao désigne tout autant la planche sur laquelle évolue la danse et qui recouvre la scène que le lieu plus général où se déroule le spectacle. Et le tablao est également devenu par extension la manière de nommer la structuration d'un spectacle traditionnel de flamenco. Donc, il désigne en fait un certain format de représentation, donc composé d'abord d'une pièce de guitare seule, qu'on appelle le toque, qui dure généralement entre 5 et 10 minutes, qui est suivie ensuite d'une pièce chantée accompagnée à la guitare, donc le cante, également qui dure entre 5 et 10 minutes, puis d'une pièce dansée accompagnée au chant et à la guitare qui
peut durer, donc j'ai mis 10 à 15 minutes, mais on a déjà vu des bailés durer jusqu'à 30 minutes. Donc voilà, on peut dire entre 10 et 30 minutes. Puis c'est également suivi d'une deuxième partie composée d'un canté, d'un bailé et important ce qu'on appelle un fin de fiesta pour bulería. Donc un fin de fiesta, c'est on met fin à la fête, on la clôture et c'est un moment durant lequel les artistes simulent une fête flamenca, une fête populaire et où dans certains cas le public peut monter sur scène pour chanter, danser, jouer. Et l'on y pratique essentiellement la bulería, c'est-à-dire un type de pièce flamenca au caractère festif et particulièrement difficile rythmiquement. Alors, ces tablaos sont censés, supposés, constituer un contexte favorable à l'exécution du flamenco et même le contexte le plus favorable à son bon fonctionnement. Et le type d'activation qu'il privilégie semble s'appuyer sur une mythification du contexte de création du flamenco, puisque donc, le flamenco se développe au milieu du 19e siècle dans des zones urbaines et périurbaines d'Andalousie, principalement les villes de Séville et Cádiz, grâce à des artistes d'origine populaire et plus précisément des travailleurs journaliers qui, à la suite d'un exode rural, atterrissent dans les périphéries des villes, dans les faubourgs des villes portuaires et industrielles. Et donc, différentes traditions artistiques se mêlent. Néanmoins, ces artistes d'origine populaire évoluent bien sur un espace scénique dès la fin du 19e siècle, au sein de petits théâtres et de cafés-concerts. Donc, on peut dire que le contexte concret de création du flamenco est celui des scènes récréatives qui apparaissent au 19e siècle. Cependant, un récit plus romantique est véhiculé donc par les écrits des flamencologues quant à l'origine du flamenco. Il s'agit principalement de faire apparaître le flamenco comme un art traditionnel, gitan et ancestral, plutôt que comme un art certes populaire mais contemporain, moderne, urbain et d'emblée professionnel. Or, l'activation traditionnelle du flamenco telle qu'elle est proposée par les tablaos encore aujourd'hui, donc l'activation la plus répandue, attendue, consiste, il me semble, à le mettre en scène en privilégiant des conditions qui correspondent à ce récit romantique et mythifié de la première flamencologie. Donc concrètement, il s'agit de le mettre en scène comme une musique traditionnelle et parfois même comme un chant de travail, en lui donnant un caractère à la fois ancien, mystérieux, spontané et intime. On cherche à créer sur scène une réunion flamenca, c'est-à-dire un spectacle qui ne veut pas être un spectacle, qui cache donc le travail qu'il peut nécessiter, et il se présente comme une fête spontanée avec une scénographie qui donne l'impression qu'il n'y a pas de scénographie et où l'élément principal mis en valeur est avant tout l'émotion des artistes plutôt qu'une démonstration de virtuosité devant un public. Et il s'agit finalement de le mettre en scène pour correspondre à une définition du flamenco comme expression spontanée des passions, voire transe, et non comme un spectacle derrière lequel, afin d'obtenir cette charge émotionnelle, il y aurait eu des répétitions et tout un travail préalable. Donc, on privilégie un espace intime où le spectateur peut observer jusqu'au trait des visages des artistes, dont l'expressivité, je crois que j'ai mis des photos, voilà, dont l'expressivité fait d'ailleurs partie de la mise en scène. Alors, ce parti pris romantique quant à la manière d'activer le flamenco s'exprime également via un rejet des technologies, et notamment des technologies d'amplification. J'ai
mis un extrait un article récent du journal El Debate. Donc, je vais le traduire grossièrement. Les théâtres du Canal ont eu la brillante idée de montrer l'art flamenco tel qu'il est, dans son essence même et avec tout son mystère, nu de toute scénographie et imposture. Et la meilleure manière est de le faire via une authentique réunion de cabales. Dans l'historiographie profonde, on entend par cabales ces passionnés de flamenco qui s'enferment durant des heures dans une chambre et qui, autour d'une bonne conversation et d'un bon repas, goûtent au mystérieux duende du cante, donc du chant, du toque, de la guitare, et du baile, de la danse. Il s'agira d'un événement privé, spontané et surtout proche, intime, on pourrait dire, auquel est attribué le nom de Flamenco Jam Session et durant lequel il faudra se passer de toute amplification et microphone afin de rechercher cette proximité, cette intimité si chère à ceux qui connaissent le compás. Donc ici, on utilise le mot compás, qui est le rythme caractéristique, le cycle rythmique caractéristique du flamenco pour dire le flamenco, tout simplement. Donc, cet article voilà, date d'un an. Encore aujourd'hui, on pense qu'une activation correcte du flamenco est supposée se passer de toute technologie et de manière générale de toute médiation afin de rendre compte d'une certaine authenticité sur ce qui est en train de se passer sur scène. Et il s'agit finalement toujours de masquer le dispositif scénique, faire oublier qu'il s'agit d'une monstration, d'un spectacle qui s'adresse à un public, en jouant donc avec les différents paramètres tels que le lieu qui se veut intime, le placement des artistes également, puisqu'on peut, par exemple, souvent ils se placeront en cercle, et aussi leur attitude qui sera focalisée sur l'expression des émotions. Donc, pour citer le guitariste Pedro Bacán, grand guitariste de flamenco, une performance flamenca réussie réside dans la négation du public, du fait de sa nature intime, et elle se doit d'être étrangère à toute théâtralité, puisque la performance flamenca est dévoilement de l'intériorité de l'individu devant le groupe. Donc, on peut dire que la non prise en compte de l'amplification dans les paramètres d'activation du flamenco, et que l'on peut constater encore aujourd'hui dans les tablaos contemporains. Si vous allez à Séville, dans un tablao, il y a de très grandes chances qu'il ne soit pas amplifié. Alors, tout ça participe de la mise en scène d'un récit où se joue une certaine conception de ce que doit être le flamenco. Cependant, donc, l'origine du genre n'est pas univoque, puisque, comme je l'ai rappelé, il s'agit tout aussi bien de contextes spontanés, tels que celui de la réunion entre amis, que de contextes plus formels. Dès ses origines, il est un spectacle. Et également, il est donc tout autant une recherche émotionnelle qu'une démonstration et même un étalage de virtuosité, et ce, dans chacune des disciplines qui le composent. Donc, cette plurivocité du flamenco le rend perméable, il me semble, à d'autres formes d'activation possibles, telles que celles utilisant les moyens d'amplification. Alors, la flamencologie ne mentionne pas du tout cette question de l'amplification. Et on pourrait se dire que cette question apparaît lorsque la scène s'agrandit, c'est-à-dire dans les années 30, la période dite d'opéra flamenca. Donc, les spectacles de flamenco ont lieu dans des espaces beaucoup plus grands. Mais cependant, le flamenco semble continuer à se caractériser par des performances sans sonorisation, aussi invraisemblables que cela puisse paraître, puisque donc à partir des années 30, les représentations ont alors lieu dans des espaces très grands à ciel ouvert, tels que les arènes, les plazas de toros. Il semble donc que le changement vers un lieu plus grand
pouvant accueillir un public plus important, ne soit pas le paramètre décisif d'utilisation de l'amplification dans le flamenco. Et même encore aujourd'hui, bien qu'il soit de plus en plus amplifié, elle reste toujours occasionnelle. Et cette absence s'explique car il s'agit bien souvent pour les interprètes de faire montre de leur puissance vocale ou de la puissance de jeu d'ailleurs de la guitare. Et donc la puissance est l'une des caractéristiques de la virtuosité flamenca. Mais cela s'explique également par une volonté de préserver une certaine authenticité et une fidélité sonore. Puisque le microphone, quand on lit des témoignages d'artistes, et semble transformer le son de l'instrument comme de la voix et peut également être perçu comme une emprise de liberté de la part de l'interprète, puisque c'est vrai qu'un micro nous impose toute une contrainte gestuelle et demande un réel travail d'appropriation et d'utilisation de l'outil. Donc, historiquement, ce n'est pas tant l'agrandissement de la scène, si on peut dire, qui fait apparaître l'utilisation de l'amplification dans l'histoire du flamenco, mais ce sera davantage la naissance du rock et ce qu'on appelle les festivals flamenco dans les années 60 et 70 qui l'amènent peu à peu à pouvoir être amplifié. Finalement, l'amplification devient une nécessité lorsque le flamenco se mélange avec d'autres genres musicaux, et notamment le rock et le jazz. Donc, on a des instruments amplifiés tels que la guitare électrique ou la basse électrique qui viennent enrichir l'instrumentation flamenca, notamment via des groupes de flamenco rock ou de flamenco jazz. Donc, on peut citer, je vous ai mis quelques illustrations, le groupe Ketama, Pata Negra, Smash, ou encore le groupe formé autour du saxophoniste et flûtiste Jorge Pardo. Et d'autre part, le flamenco commence à être amplifié lorsque l'espace scénique se transforme avec les festivals flamenco. Donc, ces festivals, contrairement au théâtre, au café cantante, au café chantant, et contrairement également au Plaza de Toros, aux arènes, sont des lieux très, très ouverts et où le public est de plus en plus massif. Donc, finalement, c'est la massification des spectacles et la fusion des genres musicaux qui encourage la sonorisation dans le monde flamenco. Alors, l'amplification constitue aujourd'hui l'une des nouvelles manières d'activer le flamenco, non pas la traditionnelle, mais elle devient de plus en plus, non pas courante, mais elle est de plus en plus utilisée. Et elle transforme la manière de jouer des artistes, puisqu'elle est alors prise en compte dans la manière même de produire du flamenco. Et l'exemple emblématique de cela, c'est le travail du guitariste Paco de Lucia, que j'imagine vous connaissez tous, qui, alors d'une part, exigeait certains réglages quant à l'amplification. Il voulait pouvoir entendre la salle, donc l'ingénieur du son devait capter la salle et lui donner en retour les bruits de la salle. Et de plus, il composait chez lui en s'amplifiant. Donc, cette importance donnée à l'amplification s'entend d'autant plus que Paco de Lucia a collaboré avec des musiciens de jazz et lorsqu'il s'agit de jouer de la guitare acoustique au sein d'un sextet, seule l'amplification lui permet d'être entendu, donc aux côtés d'instruments électriques, tels que la basse, ou aux côtés d'autres instruments ayant une puissance sonore beaucoup plus importante que celle de la guitare, tels que le saxophone. Et donc, cette prise en compte de la sonorisation permet le développement d'un jeu de guitare flamenca soliste au sein de groupes d'instrumentaux beaucoup plus importants. Et donc, le Paco de Lucia Sextet donnera naissance à 3 albums
en 1981, 84 et 97. Et les deux derniers sont d'ailleurs des albums live, c'est-à-dire des enregistrements directs de performances faits en une seule prise et immédiatement dépendant de l'amplification. On pourra donc dire que l'amplification du flamenco est liée historiquement à son ouverture à d'autres genres artistiques et à une scène qui se massifie. Elle est l'activation principale lorsqu'il s'agit de faire des fusions stylistiques, donnant alors naissance à ce que l'on appelle le flamenco rock, le flamenco jazz, et aujourd'hui le flamenco pop ou le flamenco électro encore. Donc, c'est une activation qui privilégie l'ouverture et l'enrichissement du répertoire flamenco, le métissage. Autrement dit, la prise en considération d'un certain type d'activation ayant recours aux technologies d'amplification a permis des transformations importantes du genre qui s'enrichit de techniques et de modes de jeu empruntés à d'autres genres musicaux. Et cela vient, il me semble, nuancer son statut d'art musical et chorégraphique traditionnel, puisqu'il n'est plus uniquement pensé comme un corpus de pièces plus ou moins figées, mais davantage comme un matériau artistique grâce auquel il est possible de toujours créer de nouveaux objets, de nouvelles productions. Alors, dans le cadre du flamenco, du quadro, du flamenco traditionnel, qui réunit donc danse, chant et palmas et guitare, elle n'est toujours pas utilisée systématiquement, mais l'amplification est de plus en plus appréciée puisqu'elle permet l'utilisation de dynamiques différentes et l'expression d'une autre facette de la virtuosité flamenca. Donc non plus seulement une démonstration de force et de volume, mais une virtuosité mélodique et fondée sur un panel de contrastes. Donc plus précisément grâce au microphone, le jeu de la guitare comme celui de la voix flamenca multiplient leurs possibilités d'interprétation en exploitant les différents timbres de l'instrument. Donc, tout bêtement, elle leur permet d'être entendus du public, et ce, même si la danse, le baile, s'exprime au moyen de puissants zapateados, de puissantes frappes de pied. Habituellement, l'accompagnement de la danse à la guitare est caractérisé par ce qu'on appelle des rasgueados, donc où la main frappe fortement l'ensemble des cordes de haut en bas, et également l'utilisation du pouce vers le bas, donc qui donne beaucoup de force. Je ne sais pas si vous me voyez, je mime un peu, mais j'avais demandé à un ami de me faire une vidéo, mais il n'a pas eu le temps. Alors, ce sera pour la prochaine fois. Et donc, la présence du microphone va permettre l'utilisation d'autres techniques moins puissantes et héritées du jeu de la guitare classique, tels que les trémolos ou les arpèges, qui donc enrichissent l'accompagnement des jeux de pied. Et de même, le chant n'est plus contraint de fournir un certain volume et peut davantage varier les dynamiques, jouer avec les différentes couleurs de voix et expérimenter des effets vocaux, par exemple parler ou murmurer, et ce, quelle que soit la grandeur de la salle. Donc, certains cantaors, certains chanteurs, se sont emparés de ces nouvelles possibilités interprétatives, telles que Enrique Morente, qui, en faisant un véritable usage instrumental du microphone, a contribué à introduire différentes couleurs, faisant désormais partie de l'esthétique vocale du flamenco. Donc, on va écouter un extrait. C'est un peu long, je vais essayer de le couper. Donc, vous allez pouvoir entendre certains types de voix, deux types de voix très, très distincts l'un de l'autre, et ce, grâce au microphone. Como
que andaba por los montes, que andaba por el monte, que andaba por el monte. Así andaba la mía compañerita, Olé. de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche. Olé. Dices que tú no la quieres, que tú no me quieres, dices que tú Olé, olé. no la quieres. Pero la vereíta de tu casa a la suya no cría hierba, no cría hierba, no cría hierba, no cría hierba. Olé. Se me daba cuidado, a mí se me daba cuidado. Ay, yo me creía que había sido un ensueño de lo pasadito pasado. Ay, yo me creía que había sido un ensueño de lo pasadito pasado. Mi Dios, qué cosa más rara. Hay una manica se iba para otra, así mirando a la cara. Ay, una manica se iba para la otra, así mirando a la cara. Del muerto. Olé. ¿Y cómo quiere comparar? ¿Cómo quiere comparar un charco con una fuente? Un charco fuente, sale el sol y seca el charco, sale el sol y seca el charco, y la fuente permanece, y la fuente permanece. Olé.
Donc voilà, j'espère que vous avez pu entendre voilà, les différents jeux. Quand il s'approche, au début, quand il commence à chanter, tout près du micro, on se dit, oh là là, il a pas beaucoup de voix, il y a plus d'air que de son dans sa voix. Et puis après, il s'écarte et il utilise la technique vocale flamenca. Euh, donc beaucoup plus projetée, beaucoup moins d'air dans la voix et beaucoup plus forte. Et donc, l'amplification a contribué à redéfinir les façons de chanter et de jouer, mais également les modes d'écoute et les attentes du public, puisque l'émotion traditionnellement associée dans le flamenco à un certain type de voix, à la mode, donc cassée, caractérisée par sa force, quasiment assimilée à un cri, donc cette émotion peut désormais passer par d'autres techniques. Donc en s'approchant du micro, comme on a pu le voir, la voix peut chuchoter à l'oreille de l'auditeur et peut développer un style intimiste, même dans une grande salle. Et donc le paradoxe serait que l'usage du microphone, qui est un outil technique faisant office de médiation entre l'artiste et le public, ce microphone permet finalement de développer l'intimité et l'authenticité défendue par la flamencologie traditionnelle. Donc, on peut instaurer un sentiment de proximité indépendamment de la distance réelle, spatiale, qui sépare l'artiste du public. Aussi, rejeter l'amplification comme, en revendiquant un souci d'authenticité, de sincérité émotionnelle, ne semble pas réellement pertinent, tant la dimension émotionnelle peut être renforcée par ces usages. Et en revanche, on peut dire que ce qu'ôte peut-être la médiation de l'amplification à la performance, ce serait la performance flamenca comme démonstration de force et démonstration d'une puissance sonore. Donc, bien que l'on ne puisse pas vraiment parler d'une rupture claire et nette dans l'histoire esthétique du flamenco, et bien qu'il n'y ait pas à proprement parler de passage de l'acoustique à la sonorisation, puisque l'amplification n'est jamais systématique, encore aujourd'hui, il est indéniable que le microphone offre aux interprètes de nouvelles possibilités interprétatives et son usage commence donc à être pensé comme un choix esthétique plutôt que comme palliatif à ce qui serait un manque de talent artistique. Donc voilà pour ce qui est d'une problématique d'activation du flamenco liée à l'espace scénique. Mais donc le flamenco ne se développe pas uniquement sur l'espace scénique et il se donne également sous la forme d'enregistrement. Pardon. Donc, et l'enregistrement, loin d'être une exception, fait intégralement partie de l'histoire du flamenco quasiment depuis ses origines, puisque l'époque même à laquelle il prend forme le rend immédiatement perméable et finalement indissociable des inventions techniques relatives à l'enregistrement et à la diffusion de la musique, donc qui ont cours depuis la fin du 19e siècle et tout au long du 20e siècle. Et donc, de fait, il a été enregistré très, très tôt dans son histoire et même dans l'histoire de l'enregistrement en général, puisque on a trace d'enregistrement datant de 1880. Et donc, inutile de dire qu'aujourd'hui, il est principalement écouté sous la forme d'enregistrement audio et vidéo. Cependant, il est tout de même historiquement d'abord considéré comme un art de la scène. Donc, on peut se demander si les enregistrements sont de bonnes conditions d'activation, de bonnes manières de faire l'expérience, de le faire fonctionner.
Fonctionne-t-il bien donc sous la forme d'enregistrement? Surtout donc si l'on prend en compte la dimension improvisée très importante recherchée sur la scène flamenca et que l'enregistrement semble figé. Donc, effectivement, enregistrer, c'est se donner la possibilité de revoir ou de réécouter une performance et cela semble aller à l'encontre donc d'une dimension esthétique essentielle et même caractéristique du flamenco, qui serait la spontanéité et l'improvisation. Même si c'est improvisation en un sens très particulier, on pourrait y revenir. Mais donc, dans certains cas, performance et enregistrement ne semblent pas incompatibles, surtout lorsque l'enregistrement est un document et se présente comme le témoin d'une performance ou la trace d'une exécution. Donc, dans ce cas, l'enregistrement flamenco suit plus ou moins les conditions d'activation qui sont celles de l'espace scénique, en y rajoutant bien sûr les contraintes matérielles liées à la captation. Et les éventuels enregistrements qui ne seraient pas la captation directe d'une performance sont alors souvent ceux d'une performance simulée, respectant ainsi l'identité du flamenco comme art de la performance plutôt qu'art de la trace. Et c'était le cas du premier extrait que je vous ai montré, qui a été tourné donc sans public durant le confinement pour une diffusion en streaming, et il s'agissait en fait de recréer un tablao. Donc, les enregistrements flamenco audio ou vidéo se présentent dans la majorité des cas sous cette forme de l'enregistrement document. Et dans ce cas, les produits phonographiques et vidéographiques continuent de fonctionner dans le régime de l'oralité et les problématiques relatives à l'activation restent principalement celles de l'espace scénique. Donc, on pourrait se dire, est-ce que c'est une bonne activation? Donc, ce qui est sûr, c'est que l'enregistrement a permis une meilleure diffusion du genre et il en a même permis l'internationalisation. Donc, tout au long du XXe siècle, au fur et à mesure de l'évolution des technologies facilitant à la fois la production des enregistrements et leur diffusion, le flamenco est devenu accessible beaucoup plus massivement et de fait, il n'est plus systématiquement renvoyé à un phénomène culturel, folklorique, spécifiquement andalou. Il devient, grâce à sa diffusion plus massive, une facette du panel musical mondial. Et l'exemple paradigmatique serait le succès planétaire de Paco de Lucia, ou, pour prendre un exemple plus actuel, que vous connaissez peut-être, celui de la chanteuse Rosalía. Donc, je ne vais pas rentrer dans le débat de savoir si Rosalía est bien une chanteuse de flamenco, mais bon, elle est connue pour chanter très, très bien le flamenco. Et donc, cet enregistrement, ce type d'enregistrement est une activation qui assure un certain rayonnement au flamenco, surtout lorsqu'il se diffuse, comme c'est majoritairement le cas aujourd'hui, sous une forme numérique via Internet. Aussi bien que les premiers artistes aient été méfiants vis-à-vis de l'enregistrement, il est aujourd'hui une forme d'activation non seulement admise, mais devenue essentielle. Les enregistrements servent de référence pour connaître le genre et son histoire, pour l'apprendre et le pratiquer, mais également pour la création contemporaine flamenca, qui, dans une grande majorité des cas, consiste à faire des références implicites à la discographie ou à la vidéographie. Donc, faire des références à l'histoire du flamenco, aux grands interprètes, et donc pour ce faire, on s'appuie sur les enregistrements existants qui les ont immortalisés. Alors, cependant, lorsqu'à la fin des années 60, les artistes rencontrent les possibilités offertes par le studio d'enregistrement, ils commencent à l'utiliser comme un instrument à part entière, et on assiste à la création d'enregistrements que l'on pourrait dire construction, où il ne s'agit pas seulement de capter une performance, mais de créer directement par l'enregistrement une œuvre inédite qui n'existe que par cet enregistrement. Donc, à partir des années 70, un grand nombre de disques et de films flamenco cessent d'être la simple captation d'une performance
traditionnelle. Bon, là encore, la première référence historique concernant les œuvres phonographiques flamenca, ce serait Enrique Morente, qui, très tôt dans sa carrière, prend possession des techniques de manipulation sonore en studio. Mais le flamenco contemporain intensifie cette voie, notamment avec l'usage des ressources musicales offertes par l'électronique et l'informatique. Donc, on pourra retenir le travail de Daniel Muñoz, Artomático. Peut-être qu'on a le temps d'écouter un tout petit extrait. Ah non, il est 19h quasiment. Je vous mets juste le début. Donc, il s'agit d'une siguería, c'est un type de chant flamenco considéré comme les plus traditionnels et reconnaissable par son rythme en 5 temps irréguliers. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et par l'échelle mélodique qu'il utilise et qu'on entend ici avec une voix tordue par les instruments informatiques. Donc, voilà le type de flamenco qui peut se faire aujourd'hui. Et en ce qui concerne la vidéographie, on peut retenir le travail du cinéaste Carlos Saura, qui est d'ailleurs décédé il y a quelques jours. Voilà, je suppose que vous le connaissez. Et donc, de la même manière que les technologies de studio et les technologies informatiques permettent d'expérimenter de nouvelles voies en ce qui concerne la musique, les innovations du baile flamenco, de la danse flamenca, vont passer par la caméra, avec notamment le développement de ballets flamenco conçus pour et par le cinéma. Donc, on retiendra dans les œuvres principales de Carlos Saura, Bodas de Sangre, Carmen et El Amor Brujo, qui sont la trilogie vraiment, la première trilogie de films flamenco. Et donc, le flamenco y est le véritable protagoniste et surtout, il y a tout un langage cinématographique qui est inventé pour lui. L'ensemble des composants, donc l'aspect théâtral, la lumière, les couleurs et les effets de son sont pensés pour être au service d'un flamenco capté par la caméra et non plus se déroulant sur une scène. De sorte que le grand écran se fait lui aussi non seulement vecteur de diffusion, mais également vecteur de production du flamenco. J'avais mis un extrait que vous pouvez, je ne voudrais pas être trop longue, donc que vous pouvez facilement retrouver sur YouTube, où voilà un extrait où on peut voir comment le flamenco est imbriqué dans une trame théâtrale. Et donc, bien évidemment, avec le développement de telles œuvres, les pratiques d'écoute du flamenco se transforment. L'enregistrement construction, qu'il soit phonographique ou vidéographique, rompt complètement avec l'écoute traditionnelle, telle qu'on pouvait la faire d'un flamenco sur une scène
où il y avait coprésence des artistes et du public. Et il propose une écoute individuelle et réitérable. Dans ce cas précis d'enregistrement-construction, le flamenco semble se détacher de son statut d'art de la performance, tant ce type de production possède un caractère que Goodman dirait autographique. On a alors ici un changement dans la nature de la production flamenca et dès lors l'activation dépend davantage ici des appareillages et du support utilisé. Donc la question peut-être qu'on pourrait se poser serait, est-ce toujours du flamenco? Puisque si l'on quitte le monde de l'oralité et de la performance pour entrer dans celui de la phonographie, n'a-t-on pas affaire à autre chose? Alors le débat reste ouvert, reste très vif sur cette question dans le monde flamenco, entre d'un côté les tenants d'une tradition et ceux qui au contraire valorisent la créativité que cette multiplicité apporte. Donc pour les premiers, donc les tenants d'une tradition, tant cette démultiplication des objets que celle des styles que l'on rattache au flamenco. Tout à l'heure, on a vu flamenco rock, flamenco jazz, flamenco pop. Donc, tant les styles que les différentes productions ne sont finalement que des mauvaises activations où se perd l'essence, la racine du flamenco. Et donc, pour les autres, le flamenco est un domaine ouvert au sein duquel les productions de diverses natures et de différents types font référence de manière plus ou moins explicite à des particularités musicologiques, historiques et interprétatives que l'on rattache toutes au flamenco. Et donc, si l'on suit ces derniers, la bonne activation d'un enregistrement construction flamenco consisterait à rendre intelligibles ces références qui rattachent la production au genre, au domaine flamenco. Donc, l'enregistrement construction serait une bonne manière d'activer le flamenco, d'une part en ce qu'il en assure la diffusion et la connaissance, et d'autre part en ce qu'il permet d'alimenter le genre en création nouvelle. Donc ça, c'est plutôt ma position. Donc pour conclure, on pourrait dire que le flamenco, n'ayant pas des productions d'une nature homogène, on a pu faire le constat de la diversité de ses activations possibles au sein du flamenco contemporain. Faire le choix de soutenir et de prescrire une activation bien déterminée, ce serait au contraire figer ce qui s'apparente à un espace créatif en constante évolution. Et s'ouvrir aux technologies d'enregistrement et d'amplification a contribué à enrichir les productions flamenca, à leur offrir un avenir. Et contrairement à d'autres genres, il n'est pas un répertoire de pièces folkloriques maintenues artificiellement en vie, on pourrait dire. Et les activations contemporaines permettent de le concevoir davantage comme un matériau artistique. Certains flamencologues parlent même de langage artistique pour le définir. Alors, devant cette multiplicité et cette hétérogénéité des objets que l'on appelle flamenco, entendons que le flamenco ne semble pas être un cas d'espèce. On ne cherchera pas à définir l'activation qui lui convient en propre. Il est un genre musical et chorégraphique, autrement dit un espace de création, où la notion d'activation est remise en jeu selon la nature de l'objet, scénique, phonographique, vidéographique, et l'histoire des productions. Alors que la flamencologie traditionnelle aurait tendance, en prescrivant, comme on l'a vu en première partie, une activation, elle aurait tendance donc à le penser comme un corpus fixe de pièces d'une même nature. Les expérimentations constantes, notamment technologiques, permettent plutôt de le définir comme un matériau artistique qui ne cesse de produire de nouvelles œuvres. Et je vous remercie de votre attention.